Salut Grace, j'espère que tu vas bien. Je pensais à un truc pour le prochain épisode. Est-ce que tu voudrais pas qu'on se fasse un bilan de fin de saison, histoire de revenir un petit peu sur cette année assez agitée qui a été la nôtre? Alors sans animosité, sans tirer sur personne, hein, bien sûr, mais ce serait l'occasion un peu de raconter pourquoi ces changements de format au cours de l'année. Qu'est-ce que t'en dis? Bisous. Hello Rokaya, j'espère que tu vas bien aussi. Super idée, j'adore le concept. Et surtout quand tu dis sans animosité, tu penses à quelqu'un en particulier? Et ce sera l'occasion de répondre au courrier de nos auditoristes qui nous envoient tellement d'amour. J'ai hâte, à toutes! Bonjour Rokaya, Bonjour Grace. vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans tabou les questions raciales qui traversent notre société sous un prisme écologiste, féministe et égalitaire dans tous les sens du terme. Et pour cet épisode, comme d'habitude depuis cette 5e saison, les montages, mixages, réalisations sont assurés par Osama Ezaz du média Artisan d'Esprit qu'on remercie, et les prises de vue et montages vidéo sont l'œuvre de l'équipe de Alex Camara qu'on remercie aussi. Alors aujourd'hui, nous célébrons la fin de la 5e saison. Oui, Bravo. 5 saisons passées à vos côtés, plus de 117 épisodes enregistrés en studio et plus encore en live. Je pense qu'on n'a pas fait le compte de tout. Donc merci mille fois, merci à vous. Nous ne serions pas là si vous ne nous écoutiez pas et nous ne pourrions pas assez vous remercier de cette écoute, des partages, de tous les soutiens qu'on a reçus, des messages. Et justement, cet épisode vous est consacré à vous les auditrices. Nous avons sélectionné des messages, MP, commentaires, tweets que nous vous avez envoyés et nous vous répondons enfin. Mais d'abord, un bilan parce que 5 ans et mine de rien, ça a beaucoup bougé pour nous cette dernière année. En préparation de cet épisode, Rokaya m'a envoyé un vocal. Elle m'a dit « Mais sans animosité, sans tirer sur personne, on fait un petit bilan. » Que peux-tu dire par là, Rokaya Diallo? Alors, parce c'était une année un peu compliquée, hein, on a un grief, des petits bifs qui se sont présentés cette année. Et disons qu'on a commencé l'année avec un producteur très enthousiaste, qui nous a lâchés en cours de route en raison de divergences en termes de production, et on estimait que la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous par rapport à ce qu'on souhaitait. Et donc, on a dû très très vite se rabattre sur une solution d'autoproduction. Je dis se rabattre, c'est un peu péjoratif parce que finalement, ça nous a donné l'opportunité de faire ce qu'on voulait. Alors, c'est sûr que matériellement, on s'y retrouve pas forcément avec le même confort que celui qu'on pouvait avoir quand on était produit d'abord par Binge, et puis ensuite par Pseudo Radio. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, les podcasts ressemblent à ce qu'on a toujours voulu faire, à savoir filmer, donner voilà un visage à nos interlocuteurs et interlocutrices, et puis vraiment continuer à donner de l'espace à des personnes qui viennent de différents horizons. Le fait qu'on ait ce fellowship à King's College avec Reza Zia et Ibrahimi. Et donc voilà, ça a été pour nous l'opportunité de montrer qu'on pouvait avoir des collaborations internationales. Donc voilà, mais c'est vrai que cette saison est extrêmement intense en termes d'émotions, très fatigante. Et puis elle nous dit aussi que c'est pas facile de parler de questions raciales en France, que c'est difficile d'être pris au sérieux, c'est difficile de trouver des financements pour faire advenir ce discours dans un contexte où le déni reste maître. Et donc ça nous a permis de rencontrer et de réunir cette équipe qui nous aide aujourd'hui. Vous les voyez pas, ils sont là derrière. Donc il y a Osama, Alex, Magad, Jerusha qui sont là aujourd'hui et qui nous accompagnent depuis plusieurs épisodes maintenant. Et donc merci pour ce travail vraiment incroyable. Ouais, c'est un travail de grande qualité, et c'est vrai que nous on sent que en termes de ce qu'on peut vous rendre, ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux sociaux, on a vraiment fait un pas assez conséquent. Et puis voilà, c'est une super équipe humainement, et en termes de compétences techniques, c'est vraiment remarquable. On a beaucoup appris à leur côté. Est-ce que toi, tu as des épisodes cette année qui t'ont marqué plus que d'autres, ou pas marqué plus que d'autres, mais desquels tu tires des leçons? Moi, je dirais que, comme tous les ans, je suis toujours très contente d'accueillir des personnalités asio-descendantes. Donc, il y a eu Simeng Wang, Jean-Baptiste Fou, Fabien Truong auprès de nous. Et parce que je suis d'origine, j'ai un héritage est-asiatique, c'est hyper
non seulement, enfin, moi, je me retrouve bien sûr dans plein de choses qui ont été dites, mais ça permet de parler de ces vécus-là aussi de façon, voilà, de les mettre au même niveau que plein d'autres. Alors évidemment, on n'est jamais exhaustive, on peut pas, enfin, même si on essaie d'avoir un équilibre, on peut avouer qu'on essaie d'avoir un équilibre. Que toute la déche fait « On n'a pas assez de personnes asiatiques !» Non, mais c'est exactement ça. Regarde, elle dit, mais là, il faut une personne asiatique. Et alors, c'est comme, tu vois, on parle beaucoup de quotas parfois dans la production, mais alors, on est obligé. On n'a pas de quotas chiffrés, mais quand même, on se dit, là, il faudrait une personne, d'autres personnes, en fait, personnes plurielles, parce que c'est évidemment beaucoup plus riche si la parole, elle est partagée par toutes et toutes. Et alors, on n'a jamais. Ouais, et ça pêche encore. On n'a pas eu, par exemple, cette année, des personnes originaires d'Asie du Sud. On n'a pas eu de personnes issues de, voilà, des communautés romanies de manière générale. Donc, on sait qu'on n'est toujours pas à l'endroit où on voudrait être en termes de représentation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de travailler, mais pas toujours avec succès. On avait voulu aussi parler de la question des personnes handicapées, et on l'a toujours pas fait, et il faudrait qu'on le fasse. Et voilà, on a été pris dans nos soucis de production. C'est compliqué parce qu'à la fin, on a un impératif nous-mêmes de gérer matériellement une production qui a pris une tournure qu'on n'avait pas prévue. Et en même temps, on sait qu'on est privilégié dans certaines circonstances, notamment sur la question du handicap. Donc, c'est facile pour nous de pas l'adresser alors qu'on devrait le faire, quoi. En tout cas, même si j'ai mis dans mon conducteur, je suis un peu fatiguée. On est au bout du rouleau. Faut dire la vérité. Non, on est très, très fatiguée. C'était vraiment dur. Parce qu'en fait, de devenir productrice, ça nous a donné un surcroît de travail assez important à un moment où on ne l'avait pas prévu. Donc, ça s'est ajouté à tout ce qu'on fait par ailleurs. Et c'était franchement, en tout cas, pour moi, c'est dur, hein. C'est vraiment ça demande du travail, quoi. Et en même temps, on reçoit tellement d'encouragement. Oui. Voilà, on a vu que notre following sur les réseaux a vraiment augmenté. Si je dois te dire les épisodes qui m'ont marqué, évidemment, les épisodes avec mes amis, que ce soit Alice Diop, que ce soit Aïssa Maga, que ce soit Maboula Somoro, ça a toujours une saveur particulière. Mais le fait qu'on n'ait plus parlé de la Palestine, en restant dans notre question d'aborder les questions raciales en France, donc savoir ce que ça signifie de parler de la question palestinienne en étant une personne d'origine palestinienne en France, c'était hyper important et ça avait une résonance majeure en ce moment, en plein milieu du génocide à Gaza. C'était hyper important de recevoir Rima Hassan. Donc moi, je suis hyper fière qu'on ait pu faire ça dans Kif Taras et qu'on l'ait fait en parlant d'une femme qui est aujourd'hui une femme politique française, qui a un héritage palestinien et qui milite pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, quoi. Et en même temps, en termes d'importance, je trouvais que l'épisode avec Walidia était super important. C'était important parce que ça nous a permis de faire un gentil procès à un humoriste, mais de dire qu'en fait, on peut, de manière bienveillante, revenir sur le passé de quelqu'un, sur ses propos, et les revisiter sans leur jeter la pierre, sans jeter d'anathème, et en étant vraiment dans une conversation bienveillante. Ce qui serait super, c'est qu'on puisse partager avec vous les titres qui n'ont pas été retenus pour les épisodes. Par exemple, pour Walidia, on avait envisagé Garde à vue. Mais on s'est dit que dans un contexte de violence policière, c'était pas ouf. On sait pourquoi on l'a pas retenu, mais bon, en private joke, ça aurait été... Je pense qu'il l'a vécu comme ça de toutes les façons. Et cet épisode, c'est aussi l'occasion de répondre à des mails que vous nous envoyez avec beaucoup, beaucoup de soin. Merci beaucoup vraiment pour la force que vous nous apportez. Et alors, les réactions sont anonymisées, bien sûr, parce qu'on souhaite à la fois porter vos paroles, mais là dans le podcast, mais pas non plus que vous vous sentiez libre de vous exprimer aussi quand vous nous écrivez. Donc, je vais lire une réaction à l'épisode Le déni, French Touch du racisme, qu'on a donc où on a invité Reza Zia Ebrahimi, qui est professeur spécialisé sur les nationalismes et la race. J'ose vous écrire aujourd'hui car je suis à un point où je ne peux plus me taire. De plus, je viens d'écouter l'épisode Le déni, French Touch du racisme et je me suis beaucoup reconnue dans le témoignage. Je suis une jeune femme noire française née en province française d'origine africaine, ingénieure et travaillant à ce jour dans la fonction publique. Je fais quelques sauts dans le texte et la personne dit « Je suis à un point où je me dis que j'ai nourri le système du maximum de mes capacités, mais que ce dernier s'acharne à rejeter ce que je suis. J'entame une phase de reconversion, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête cette question. Est-ce que c'est le racisme vécu dans ce système qui me fait fuir ou est-ce que c'est le métier que je n'aime plus vraiment ? La réponse est les deux.
car mon monde professionnel est contrôlé par des hommes aux cheveux blancs et qu'une femme noire comme moi n'y a pas sa place. Par ce message, je crie ma détresse. Je ne savais pas comment le faire, alors ça a été une évidence quand je me suis rappelé que votre plateforme existait. Bah évidemment, ça nous touche énormément de voir combien de personnes se reconnaissent dans les mécanismes qu'on décrit à l'aide de nos invités qui le font vraiment brillamment. Et c'est triste parce que je comprends complètement ce qu'elle veut dire et ce qu'elle peut ressentir à être à la fois avoir a franchi toutes les étapes de la méritocratie française et en même temps d'avoir le sentiment de ne jamais voir le bout et d'être toujours mise sur le côté, d'être jamais pleinement reconnue et de continuer à se battre en permanence alors qu'elle est censée avoir fait tout le travail qui mériterait une forme de reconnaissance, quoi. Mais merci vraiment pour la confiance de cette auditrice de nous écrire et je pense que, je sais que c'est un pas énorme qu'il y a entre écouter et commenter dans sa cuisine pendant que moi j'écoute des podcasts pendant que je fais la cuisine par exemple. Il y a une différence entre ça et puis prendre le clavier pour nous écrire et exprimer des choses extrêmement personnelles et nous en faisant, en répondant, moi j'ai pas de conseils particuliers à donner parce que je pense que t'es extrêmement, je te tutoie parce que j'ai l'impression de parler à cette personne. Je trouve que c'est extrêmement courageux en fait de sortir de ce déni parce que c'est pas facile en fait d'être dans cette situation où tu mets le doigt sur quelque chose qui te fait très mal et qui vient un peu saper tout ce que tu as fait, tout ce que tes parents ont fait, parce que le mail est très long et on n'a pas, on peut pas on a besoin de cette longueur en fait pour comprendre en fait d'où tu parles et que c'est un point de passage pour d'autres choses, pour justement accueillir ces luttes-là. Et qu'elles deviennent réelles, elles sont déjà réelles dans toutes nos vies, mais que, en fait, de les nommer, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir lutter activement, c'est aussi une autre étape, je pense, et à ce moment-là, on a besoin de tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire du soutien intellectuel dans des livres, dans des documentaires, dans des podcasts, mais aussi le soutien de nos familles, des personnes qui comprennent où on est, et qui sont capables de nous donner ce soutien-là parce que c'est pas rien en fait de demander ce soutien-là et de l'accepter en retour. Mais c'est vrai que moi je me reconnais énormément en fait dans le on en parle souvent avec Rokhaya, le fait que on est à des moments de nos vies où parfois on a l'impression que nos compétences sont sous-estimées et qu'on nous utilise pour donner un semblant de diversité ou quoi que ce soit et que en fait on n'est pas on le voit. On vous voit mais qu'on accepte de faire avec parce que on se dit que ça peut nous servir autrement. Mais c'est vrai que ces choix-là, c'est des arbitrages constants et ça peut être fatigant et c'est parfois stérile aussi. Je veux dire, c'est... surtout de se dire que ce podcast-là a été pionnier au moment où il a été créé en 2018, que les espaces qui permettent de parler de cette manière-là de questions raciales restent encore extrêmement peu nombreux et que c'est hyper compliqué en fait de porter cette parole à grande échelle. Donc on est hyper fiers de jouer ce rôle auprès de vous, des personnes qui nous écrivent en termes de documentation, mais aussi de soulagement parce que ça permet de se rendre compte que nos vécus sont pas individuels et que en fait on est juste on observe les choses et on n'est pas complètement on n'est pas fou en fait, même si voilà la folie c'est encore une construction sociale, mais c'est important pour nous d'avoir ce type de retour, mais ça reste compliqué parce qu'on se rend bien compte que c'est bien, on fait la déco, on est là, on fait les questions raciales, etc. Mais que derrière, on fait pas partie des podcasteuses qui arrivent à vraiment tirer des revenus importants de leur activité. Heureusement qu'on fait autre chose à côté, quoi. Donc force à cette personne qui nous a écrit et puis force à vous toutes et tous qui êtes dans ces situations similaires. Alors il y a une autre réaction par commentaire Apple Podcast qu'on aime beaucoup. Alors de Oumou55, je te cite puisque ton pseudonyme est visible sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé comment vous n'étiez pas dans le jugement de Walidia parce qu'à chaque époque son contexte et que cela demande beaucoup de travail de se déconstruire. Merci avec 2 points d'exclamation. On en a parlé tout à l'heure. Oui, pour nous c'était important déjà parce que Walidia fait un travail incroyable. Sur les questions sociales de manière générale, sur les inégalités structurelles, sur la politique française. Et puis que pour nous, c'était important aussi de se poser la question de comment on évolue devant les caméras, en fait. C'est compliqué quand on arrive sur la scène publique et qu'on a une vingtaine d'années et qu'après on devient
un trentenaire, voilà, père de famille, etc. Et que toute cette évolution-là, en fait, est observée à la loupe. Comment on le vit, comment on se regarde avec le temps qui passe. Donc, c'est pour... puis voilà, c'est quelqu'un qu'on apprécie aussi, donc c'est normal qu'on n'ait pas été dans le jugement non plus. Il faut reconnaître le droit à l'erreur à tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus... on est beaucoup plus indulgente avec Bien sûr. les erreurs de personnes privilégiées, d'une classe sociale haute, et que nous, on a l'impression que si on fait une erreur, c'est la fin, qu'on ne pourra plus jamais s'en sortir. Et ça, il faut sortir de ça. Il faut se dire que nous aussi, on fait des erreurs et qu'on apprend de ces erreurs-là, et que bien sûr que il faut faire pénitence. Hein. Je dis pas que il faut, enfin, pénitence, il faut réparer en fait. Oui, ça que je veux si dire. on fait une erreur, faut lâcher l'affaire, quoi. Faut reconnaître l'erreur, en tout cas, tout simplement, quoi. Mais Et que c'est pas une question d'ego. D'ailleurs, je pense que Walidia a bien montré que il avait cheminé depuis des choses qu'il avait faites, dans lesquelles il ne se reconnaît plus du tout et qu'il ne ferait qui pas ferait aujourd'hui. différemment aujourd'hui, Voilà. bien sûr, voilà. Et que ça, on a nous tous et tous avons le droit de faire des chemins différents. Oui, et puis, moi qui suis dans la sphère publique depuis une quinzaine d'années, je me rends bien compte que oui, j'en ai fait des erreurs. J'ai fait des choses que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû forcément dire, ou j'ai pas forcément mesuré l'impact de trucs que j'ai pu écrire ou signer, par exemple. Mais je me rends bien compte du fait que, à comportement égal, en étant une femme noire et musulmane, je paye 10 fois plus cher que n'importe qui la moindre erreur que j'ai pu faire. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut savoir être indulgent, parce que on voit bien que tout le monde n'a pas le même droit à l'erreur, quoi. Alors, on a une question par mail qui nous a été posée en juin 2022. Oui, désolé, ça date un petit peu, mais on n'a pas eu le temps de répondre depuis. Faut-il arrêter de parler à ses amis racistes? Ou est-ce qu'au contraire, vous conseilleriez de continuer le débat, peut-être jusqu'à l'épuisement? Alors, épuisement, réponse non. Je pense que clairement, il ne faut pas s'infliger ce qu'on ne peut pas endurer. C'est clair que dans son environnement, on peut être lié par des relations affectives avec des personnes qui sont racistes. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de sa famille. Maintenant, la question, c'est dans quelle mesure on peut l'endurer et qu'est-ce que ça nous fait. Si ça nous fait trop de mal, il ne faut pas poursuivre. Et après, quel est le but? C'est-à-dire que si on a des amis qui ne sont pas capables de nous entendre et avec lesquels on doit débattre pendant des années, est-ce que ce sont vraiment des amis? Est-ce que des amis qui reconnaissent pas nos vécus, est-ce qu'ils sont vraiment observateurs de qui on est? Est-ce qu'ils sont prêts à nous considérer comme des individus à part entière et à nous croire? Ça, c'est une vraie question. Et c'est vrai que, je sais pas, si on transpose ça sur les questions de violence sexiste, par exemple, je sais pas si on resterait amis avec des gens qui cesseraient de nier le fait qu'on était victime de violences sexistes. Donc, je pense qu'il faut... Moi, j'ai pas de conseil à donner. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'est-ce qui est bien pour notre confort et pour notre bien-être. Et pour moi, c'est le seul critère qui vaille. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'ai du mal à trouver l'équilibre dans mes réactions. Tu sais, il y a des moments où je vais répondre à tout, rien ne passe. Et bon, évidemment, on m'invite plus aux soirées. et je dis, je m'en fous, de toute façon, je veux pas passer des soirées avec ces gens-là, etc. Et des fois où je me dis, je les apprécie pour autre chose, donc je vais supporter des situations où, comme j'ai pas la force de répondre du tac au tac, j'essaie de me protéger, de m'éloigner, et en fait, je m'éloigne. Et après, tu vois, c'est compliqué parce que tout ne tourne pas dans ma vie autour que de l'antiracisme. Il y a aussi d'autres choses, et que donc je dois faire cette part des choses, voilà. Et c'est vrai que c'est même ça, rien que ça, c'est fatigant en fait, quoi. Et donc des fois, je me retrouve à avoir trop supporté, et à un moment, je vrille. Je dis non, mais ça suffit maintenant. Et je redeviens cette personne qu'on invite plus. Tu renverses la table. C'est ça qu'on t'invite pas, tu casses tout. Voilà. Mais non, mais donc je comprends vraiment cette question en fait parce je sais que toi t'as beaucoup d'entourage extrêmement soutenant. Enfin, t'as pas que ça, mais t'as aussi beaucoup de personnes qui te soutiennent, et je trouve ça formidable. Mais moi aussi, parfois, j'ai quand même, par exemple, un entourage familial qui ne me soutient pas beaucoup. Enfin, pas en tout cas pas sur les questions, tu sais, intellectuelles, de l'antiracisme, etc., qui me soutiennent autrement, par des doggy bags. C'est très important aussi. Il faut se nourrir pour faire de l'antiracisme. Mais donc voilà, c'est une question qui nécessiterait vraiment un cas par cas, et de ami par ami, et de situation par situation, et de soirée par soirée, en fait, quoi. Et c'est mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui en parler, en fait, aussi. Exactement. De se dire, est-ce que tu penses que
Est-ce que ça va déjà? Est-ce que tu penses que voilà, je devrais faire autrement? Est-ce que tu ne trouves pas un peu triste en raison de tout ça, quoi? Enfin voilà, Ouais, il n'y a pas de solution toute faite, hein. Cet épisode ayant été enregistré avant l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, l'échange qui suit ne tient pas compte de la campagne pour les élections législatives qui s'est déroulée par la suite. Il y a une réaction aussi, cet épisode a suscité beaucoup de réactions, l'épisode 110 avec Fabrice Reciputi. Le Pen, le déni de la torture en Algérie. Une personne nous a dit « J'ai été choquée, comme vous, et beaucoup de personnes par le podcast consacré à Le Pen, Jean-Marie Le Pen, sur France Inter, que je trouvais complaisant, surtout au moment de la mention des tortures coloniales en Algérie. Dans le contexte actuel où le RN est partout, c'est absolument nécessaire de se rappeler de cette histoire récente. » Donc le podcast en question, c'est le podcast de Philippe Collin qui avait été diffusé sur France Inter l'été 2023. Et Philippe Collin disait que les tortures en Algérie n'avaient pas eu lieu de la part de Jean-Marie Le Pen. Et c'est ce qui a déconstruit Fabrice Reciputi avec son livre sur Le Pen et la torture qui prouve, ce qui avait été déjà prouvé à de multiples reprises, que Le Pen a pris une part active et volontaire à la torture en Algérie. Et donc c'est vrai que c'est dommage que nous devions, avec notre podcast, réparer le travail du service public et qu'un historien le fasse avec un livre dont l'écho ne dispose pas des mêmes ressorts qu'un podcast du service public qui a en plus très très bien marché, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus que jamais nécessaire, quand on voit de quelle manière l'extrême droite n'est absolument plus questionnée sur ses fondements nazis et coloniaux, c'est plus que jamais nécessaire de rappeler qui ils sont. Et on s'efforcera de le faire dans les années qui viennent parce que on sent bien que avec la TikTokisation du RN, on ne voit plus que son aspect sympathique et pas du tout l'idéologie qu'il y a derrière, quoi. Ouais, ce sera vraiment un axe qu'on aimerait approfondir sur la prochaine saison, surtout en période électorale, vous vous en doutez. Là, en ce moment, au moment où vous parle, on est en juin 2024, donc on est en pleine européenne. Et puis dans la ligne droite vers 2027, pour lesquelles, ces élections, on a beaucoup de craintes en fait que d'autres, une assise de l'extrême droite, est-ce qu'elle peut encore être appelée extrême vu que c'est tellement diffus? C'est des choses qu'on aimerait beaucoup approfondir. Alors, on a un commentaire de Rafa 1967 sur Apple Podcast. Votre podcast est une archive qui alimente le récit des personnes racialisées qui témoignent ici. Nous sommes dans une période charnière où l'échéance politique de 2027 ancre durablement une épistémologie raciste en France et au plus haut niveau de l'État par l'extrême droite. Les mobilisations individuelles et collectives dont vous êtes des ambassadrices aident et accompagnent la charge raciale dont nous sommes les cibles, mais aussi des outils pour déjouer les provocations dans l'espace public. Je pense à la stratégie du calme, chère à Rokhaya Diallo. Oui, c'est une stratégie rhétorique. En réalité, le calme, c'est une posture dans le cadre de débats publics, en tout cas que j'adopte parce que j'aime bien l'exercice du débat et je trouve que c'est toujours une stratégie intéressante, même quand on a face à soi des personnes insupportables que dans d'autres circonstances, on giflerait comme grâce dans les soirées. Ne faites pas comme moi. Ne frappez pas les gens. Mais effectivement, oui, c'est une stratégie, mais c'est pas une stratégie qui doit être investie au détriment de notre confort. Encore une fois, moi, c'est une stratégie qui m'amuse, qui me plaît, mais j'ai bien conscience du fait que dans d'autres circonstances, en tout cas en dehors des plateaux, en dehors d'un moment où je suis filmée, où je suis vraiment dans mon travail de journaliste, ce calme-là, il n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai pas du tout ce type de patience quand je suis exposée à ce genre de propos dans mon quotidien, dans mon intimité. Donc voilà. Mais merci pour cette écoute attentive. Et un compliment pour se lancer un peu des fleurs quand même. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup des fleurs que vous nous envoyez. Je suis une femme blanche, issue d'une classe sociale privilégiée et d'une famille raciste et antisémite. Pas ouvertement, mais en vous écoutant, j'en découvre. Je suis également soignante, donc j'évolue dans un milieu parfois franchement raciste et grâce à votre podcast, j'ai entamé mon processus de déconstruction. Le travail est long et j'ai parfois l'impression d'être marquée jusqu'à l'os par l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais au moins je chemine et surtout je fais très attention à l'éducation de mes enfants en me disant un petit pas à chaque génération. Merci pour ça, merci pour ta confiance. On est tous et toutes imprégnés de cette histoire et que l'on soit du côté de la blanchité ou du côté des personnes victimes de l'oppression raciale, on a complètement ingéré en fait ces croyances et malheureusement c'est un travail qu'on doit tous faire ensemble. Et donc j'apprécie, je pense qu'on est d'accord toi et moi, Grâce, le fait que des personnes blanches assez nombreuses nous écrivent pour nous dire à quel point elles se pensaient sincèrement antiracistes. Elles se sont rendues compte que l'antiracisme c'était beaucoup
beaucoup plus qu'une posture morale. Hein. Donc, merci. Et c'est vrai que le milieu médical, ça fait longtemps qu'on en parle. On aimerait bien faire un épisode peut-être plus documentaire sur ce sujet-là, mais c'est vertigineux, en fait, au niveau médical, comment le racisme, en fait, tue des personnes, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc, vaste sujet. Et donc, tu dis un petit pas à chaque génération, mais on va faire des grands pas là. Ouais, on n'a pas le temps. On va faire des grosses en bottes de 7 lieues. Là, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode bilan, message. Donc merci pour tous vos messages de soutien. Si ce format Dear Kif Taras vous plaît, peut-être qu'on en fera d'autres pour pouvoir vous répondre de façon animée, parce que c'est vrai que vous répondre par écrit, c'est parfois fastidieux. Ça va être compliqué, hein, parce qu'on n'y arrive pas, en fait. Ouais. C'est ça, faut dire la vérité. Dites-nous si ce format peut vous convenir pour les réponses aux questions que vous nous posez. Merci Rokhaya pour cette 5e saison. Merci Grace, merci à toute l'équipe qui nous accompagne sur la technique, au son, à l'image. Merci de nous donner cette visibilité. On vous souhaite un bel été, soyez fortes et forts, et on se retrouve à la rentrée pour beaucoup plus de lutte. Et écrivez-nous évidemment, même pendant l'été, on sera ravis de vous lire. À bientôt. Merci Grace. Merci Rokhaya.